Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 44, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, salut les amis Mi. Et puis, si je vous dis une phrase que vous avez sûrement remarquée à la fin de tous les Mimi depuis 44 numéros, tous les humains de ce film sont libres et souverains sur tous les plans et sur toutes les dimensions. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Ça sent le vortex tout ça. Eh bien oui, ce soir on a Michel Rousseau qui vient nous rejoindre pour ce 44e numéro. Bonsoir Michel. Bonsoir, salut les amis, merci beaucoup de l'invitation. Salut Michel. Écoute, on est vraiment très très heureux de te recevoir parce que ça fait à peu près un an que tu es passé sur cette chaîne. Nous décortiquer les rouages de Vortex, et puis ensuite tu es passé sur Horus aussi pour reparler du film avec Jérôme. Et donc on s'est dit avec Jérôme, pour cette avant-dernière émission de la saison 1, on voulait faire un petit peu le bilan avec toi de ce film qui, moi, j'ai toujours trouvé extraordinaire. J'avais prédit que il allait avoir de bons retentissements, et puis et visiblement je ne me suis pas trompé. Je crois que tu es arrivé à plus de 50 trophées et récompenses à travers le monde. Oui, j'en suis à 50 piles. 50 piles, donc ça tombe bien. Mais tu sais que, en fait, ces 50 trophées, c'est un petit peu partout. Je ne vais pas faire la liste parce que ça va être un petit peu chiant pour les personnes qui écoutent. Mais c'est 50 trophées à travers le monde. Mais moi, ce qui me plaît surtout, c'est que, tu vois, ça reste en petit comité. Ça n'a pas un énorme succès. J'ai contacté pas mal de médias, donc des petits médias, des gros médias. Et je m'aperçois en fait que ceux qui sont intéressés, c'est uniquement les petits médias, bien entendu. Et c'est pas plus mal finalement. Tu sais, tu as toujours l'impression, le plaisir de te dire, bon voilà, j'ai eu 50 récompenses internationales, surtout que les sélections sont hyper difficiles parce que pour chaque sélection, à chaque fois, tu as entre 600 et 1000 films en général qui sont en compétition quand même. Donc, quand tu arrives quand même en première position, tu te dis, purée, j'aurais jamais cru ça, quoi. Mais moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est que ça reste, tu vois, ça reste en petit comité. Je veux que ça reste comme ça, quoi. Et là, les films que je vais continuer à produire, je veux que ça reste vraiment destiné à un certain public. Et c'est mieux comme ça, quoi. Je préfère largement plutôt que connaître un gros succès. Donc, c'est super parce que j'ai, entre guillemets, 50 récompenses. Donc, c'est quelque chose de très, très rare, hein. J'ai regardé un petit peu pour du long métrage. Autant pour du court métrage, si tu veux, ça arrive hein, qu'il y ait 50 récompenses. Autant pour du long métrage, c'est ultra rare que tu obtiennes 50 récompenses. Mais il n'y a aucun écho, si tu veux, dans la presse nationale. Ça reste toujours très, très local. Et quelque part, je veux que ça reste comme ça, quoi. Et tu vas peut-être passer au Guinness Book des records. Non, parce À qu'après, force. il y a eu quelques longs métrages en fait, qui ont connu plus. Hein. On a une soixantaine de récompenses. Mais après, c'est même pas le but. En fait, moi, la récompense dont je suis le plus fier, c'est la toute dernière que j'ai eue, où c'était le meilleur film spirituel européen. Euh, Ça s'est déroulé à Paris, en fait, et c'est pareil, il y avait plus de 600 films en compétition. Et j'ai carrément remporté les deux plus gros, en fait, les deux plus grosses récompenses, meilleur film et meilleur film de fiction, meilleure fiction. Et ensuite, il y avait une troisième récompense, c'était meilleur documentaire. Et j'étais super content parce que quand tu es en compétition, en fait, quelquefois, tu as des, euh, comment ça s'appelle, des festivals où pour les films de fiction, les films long métrage, en fait, tu as de tout. Donc, tu as aussi bien des films d'horreur, des films de vraiment toutes les catégories confondues, avec de la science-fiction, etc. Et là, le fait de rester dans la catégorie film spirituel et d'être arrivé tout en haut du truc, ben, ça fait super, super plaisir, quoi, parce que c'était le but, c'est de s'adresser à un certain public, de délivrer des messages avec toujours un premier message qui est assez compréhensible par tous. Et puis quand tu regardes le film deux ou trois fois, après, tu as différents niveaux de compréhension. Et le fait
voilà, d'arriver à ce type de récompense, bah, ça fait super plaisir, quoi, parce que Oui, parce je ne m'attendais pas du tout. qu'ils ont pris en compte le côté spirituel du film au-delà du film de science-fiction, quoi. Oui, voilà, bah, alors, parmi les 50 récompenses, après, tu as des récompenses où ils vont récompenser la musique. Mhm. Quelquefois, ils vont récompenser le scénario, ils vont récompenser telle ou telle chose. Donc, sur les 50, bah, voilà, ça s'est diversifié, tu vois, sur le panel était assez large. Et puis là, le tout dernier, quand j'ai reçu le meilleur film européen spirituel, ah, ça m'a fait vraiment un truc, quoi, tu vois. Ça fait super du bien, quoi. Mais bon, en fait, ça m'encourage à continuer parce que tu vois, sur les 50 trophées, j'en ai commandé, j'en ai que 3 à la maison, tu vois, parce que sinon, je m'en fous d'avoir 50 trucs autour de moi. Le but, c'est pas d'avoir un panel tu vois, de trophées autour Ouais, et de puis, soi. Après, comme tu me l'avais expliqué, en plus, il y a des trophées, il faut les acheter. Mhm. ouais, tout à fait, ça coûte super cher. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi? Moi, le truc qui m'intéresse, c'est d'avoir, en fait, parmi ces 50 récompenses, c'est de me dire, bah, voilà, à chaque fois que j'ai une récompense, eh ben, ça fait connaître le film à l'international. Tu vois, donc c'est ça qui est super important. Après le Mhm. reste, je veux pas gonfler l'ego, si tu veux. C'est pas Mhm. important. Ce qui importe, c'est qu'il y a des personnes qui ont été touchées par ce film et que même aussi bien des amateurs que des professionnels, parce que là, c'est des professionnels en fait à chaque fois qui jugent dans des festivals. Tu te dis, ah purée, il y a quand même des festivals qui sont touchés parce que c'est un film qui est pas facile à comprendre quand même, hein. Ça dure 1 heure 10. Et il y a tellement de trucs qui sont délivrés. La manière dont le film est conçu, c'est pas un film, c'est pas comme une série que tu vas regarder sur Netflix, quoi. Les événements s'enchaînent à une vitesse ultra rapide et tu as intérêt à comprendre, quoi, entre guillemets. J'ai pas fait de pause où on s'attarde sur les personnages, etc. Non, je délivre les messages, et ça y va, ça y va, ça y va, quoi. Donc, le fait d'être reconnu par des professionnels, ça fait super du bien, quoi. Quand tu as travaillé pendant 4 ans, jour et nuit sur un truc, dis purée, j'ai envie de continuer de relancer un truc, quoi. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, le souvenir que j'en avais la dernière fois qu'on en avait discuté, c'est vrai que tu étais épuisé par ces 4 années de montage qui ont vraiment été très très éprouvantes, parce que je rappelle que une seconde de film, ça peut être plus de 6 heures, 10 heures de boulot parfois, donc voilà, c'est vraiment un très très gros boulot. Et puis à la sortie du film, eh bien, malheureusement en France, l'accueil c'était pchit, hein, comme dirait Chichi. Euh, et moi, ce que je trouve sympa dans tout ça, dans cette aventure, c'est que finalement, la reconnaissance que tu as eue à l'international, la reconnaissance que tu as eue de par les professionnels et aussi de par le public, ça t'a remotivé, ça t'a reboosté. Et puis là, tu es reparti comme en 40 vers une terre inconnue. Ouais, c'est ça, parce que le prochain film, ça s'appelle effectivement Terra Incognita. Et je ne m'attendais pas à faire un autre film. Et je m'étais vraiment crevé. Pendant 4 ans, je me suis épuisé. Mais ce qui est incroyable, c'est que je fais encore pire là. C'est que je fais un film d'animation seul. Donc, autant pour le premier, pour Vortex Lobe de souveraineté, c'était déjà difficile parce que tu avais des séquences en fait à manier entre du tournage réel et puis des tournages en 3D. Et autant là, c'est que de l'animation. Et quand tu fais que de l'animation, c'est encore plus épuisant. Donc, je ne voulais pas faire quelque chose de plus difficile. Donc, c'est pour ça que je me suis équipé de matériel maintenant qui est beaucoup plus performant. Mais par contre, il faut avouer que c'est un autre travail. Mais par contre, je travaille différemment, tu vois. Autant avant, sur Vortex, il m'arrivait de travailler 18 heures par jour. Autant maintenant, dès que j'atteins 10 heures par jour, je dis stop, quoi. Tu vois, donc, je me suis calé, je me suis changé de rythme de vie. Et puis maintenant, bah, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai plus la même optique, si tu veux. Donc ça se terminera quand ça se terminera, alors que Vortex, je voulais terminer à fond et j'ai tout fait à fond pendant 4 ans et je me suis épuisé. Là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais le fait d'avoir changé de matériel sur une composition, sur un export qui met 8 heures, bah, maintenant je ne mets plus que 2 heures. Donc ça change tout. Oui, et du coup, il y avait ça aussi sur le précédent film. Bah, tu faisais avec les moyens du bord, tu avais investi, je crois que c'était 10 000 euros de mémoire de ta poche,
Et à un moment donné, pour avoir le niveau de technicité que tu voulais avoir, ben, il fallait monter en gamme de matériel. Du coup, le fait qu'il soit diffusé comme ça à l'international, est-ce que ça t'a permis bien déjà de rentrer dans tes frais et puis ben, justement de pouvoir investir dans du nouveau matériel qui te permet, ben, comme là tu viens de le dire, de gagner des heures et des heures de travail? Oui, en fait, bah, tu vois, c'est les 50 récompenses, elles ont servi à ça parce qu'à chaque fois que j'avais une récompense internationale, à chaque fois, j'avais plus de ventes. Donc, j'ai pas regardé, mais j'ai une vingtaine de pays différents en fait qui achètent le film. Et à chaque fois, ça le fait connaître à l'international. Donc, oui, effectivement, le film est rentré dans ses sous. Et puis, maintenant, je commence à faire des bénéfices. Donc, c'est super. Maintenant, je peux m'attaquer sur un autre film. Donc, après, c'est plus la même optique parce que quand tu donnes tout ce que tu as, jour et nuit, et puis tu donnes tout ton argent, et puis qu'au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que je vais au moins rentrer dans mes sous? Là, au moins, si tu veux, je suis apaisé en me disant, bon, ça y est, le film est amorti, je peux attaquer autre chose. Parce que quand tu investis plein d'argent comme ça, parce que 10 000 euros, c'est pas rien quand même, hein, pour un particulier, tu te dis, où c'est que je vais, quoi. Et le fait de réussir ce cap, bah, tu passes à autre chose. Et maintenant, je travaille l'esprit libre. C'est totalement différent par rapport à Vortex. C'est que c'est fluide, tu vois. Mhm. C'est plus la même façon de travailler, quoi. Et ça va se ressentir dans le synopsis et l'histoire de Terra Incognita. Oui, je pense, parce que, comme je te dis, Vortex était très, très, très haché, en fait. C'était unique. Moi, je voulais aller à l'essentiel parce que je m'étais dit, bon, voilà, tu as très peu de budget, tu as très peu de temps, il faut dire les choses, mais avec ce que tu as, quoi. Donc, il fallait mitrailler au maximum. Alors que maintenant, je me dis, voilà, tu as le matériel, tu y vas tranquille, tu fais ce que tu as envie, tu te fais plaisir. Et là, j'ai envie de vraiment raconter une histoire où on s'attarde un peu plus sur les personnages. Donc, il y aura beaucoup plus, si tu veux, ça ne sera pas du tout la même optique que Vortex, quoi. Un petit pitch déjà en 2 mots? Bah, écoute, c'est l'histoire en fait d'un professeur qui est, on va dire, qui est rejeté par ses pairs, un professeur vraiment un savant en fait du style de Tesla, de ce genre de personnes. L'histoire se passe au 19e siècle, fin 19e, parce que c'est là où vraiment ça a décollé, hein. J'ai regardé un petit peu par rapport à l'histoire. C'est là où vraiment énormément d'inventeurs se sont manifestés, aussi bien en France que même dans les pays de l'Est. Et beaucoup d'inventeurs ont produit énormément de choses. Et donc cet inventeur est rejeté par ses pairs et puis il décide en fait de quitter la ville natale où il a fait toutes ses études scientifiques, où il a essayé de révéler un tas de choses et puis il s'est rendu compte que bah, il était rejeté de partout avec toutes les découvertes qu'il a faites et il a décidé de s'expatrier en fait sur une île, mais cette île elle se trouve dans le ciel, donc c'est le genre d'îlot qu'on retrouve dans Avatar un petit peu. Et sur cette île, eh ben, il a sélectionné 4 personnes et à ces 4 personnes, il a décidé donc 2 hommes et 2 femmes de révéler en fait tout son savoir. Et ces 4 personnes vont être chargées plus tard de répartir tout ce savoir à travers le monde, en fait. Donc, il a vraiment choisi 4 personnes de confiance qui le suivent depuis des années. Et ben, toutes ces découvertes, tu sais, c'est une sorte de Léonard de Vinci, en fait, hein. Il a créé énormément de machines. Et puis, il a aussi une idée en tête. Il veut vraiment aller à son but. Et il s'aperçoit que la seule manière d'aller à son but, eh ben, c'est de passer par ces personnes qui sont spécialisées dans différents domaines, tu vois. Donc, tu as une personne qui est du côté de la magie, une autre qui est radiesthésiste, énergéticien, etc. Et en fait, ces 4 personnes vont se réunir et vont apprendre des tas de choses parce que le professeur va leur livrer plein comment on va dire, d'épreuves à réussir. Et une fois qu'ils ont réussi ces épreuves, eh ben, le professeur a décidé de les mener quelque part. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, donc c'est le titre Terra Incognita. Il va aller quelque part pour vraiment aller au bout de ses idées parce qu'il n'a pas pu le faire là où il était. Et puis voilà.
Bah, je crois que le mieux, c'est de regarder le petit cadeau que tu nous as amené, parce que t'es pas venu les mains vides pour cette Oui, j'ai émission. une minute de films qui sont toutes récentes, hein, qui datent de cette semaine à vous présenter. Donc, c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance qu'il y aura dans ce film. C'est une des épreuves en fait que vont faire ces quatre personnes. Et là, c'est l'épreuve de la méduse. Tu sais, si tu as vu le film Les Dix Commandements, tu te souviens de la méduse avec la tête de serpent, etc. Eh bien voilà, c'est une des épreuves qu'ils vont devoir faire, mais revisiter. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre un petit peu partout les légendes, mais de les revisiter, les retravailler pour essayer aux spectateurs de leur donner un autre mode de compréhension du phénomène. Allez, en exclusivité sur Miasme TV, un extrait du prochain film d'animation de Michel Rousseau, Terra Incognita. On regarde ça. J'ignore ce que nous réserve le professeur, mais je m'attends à du grandiose. Observez la taille de ce temple. Quelle merveille! Eh bien, bravo! Hé, c'est pas moi! J'ai rien touché! Bon sang, la méduse. On ne doit pas la regarder droit dans les yeux. Eh oui, elle a les yeux revolver. Elle a le regard que tue. Pas seulement, on dirait qu'elle prépare un sort. Bon, mais voilà, je crois qu'on n'est pas déçus. Hein, encore des images magnifiques. Voilà, t'as encore fait un boulot de malade. La musique, j'ai l'impression qu'elle est aussi au rendez-vous. Hein, c'est pour ceux qui n'auraient pas remarqué, le générique de Miasme de Mimi, c'est Michel hein, qui nous l'a fait. Donc voilà, encore un super boulot. Là, tu t'as mis l'eau à la bouche à tout le monde. Hein. Jérôme, t'en penses quoi? Ah, moi, j'adore. En plus, j'en avais parlé, Michel. Moi, j'adore ce côté 19e siècle, un peu Jules Verne. C'est cette ambiance. J'adore. Vraiment, ouais, ça donne envie. Puis en plus, il y a un petit mélange aussi avec la mythologie, etc. Enfin, voilà. Oui, bah moi j'ai toujours été fasciné par le steampunk, que tu sais, tous ces vêtements, ces machines qui datent du 19e siècle, avec la vapeur, avec les engrenages de partout. Donc j'ai toujours adoré en fait ce côté-là. Et puis je pense que toutes mes productions en fait elles auront ce côté steampunk. Tu le voyais déjà dans le côté dans Vortex, il y avait les vêtements des personnages, etc. Mais là je suis rentré un peu plus en profondeur et puis l'avantage de l'animation, c'est que tu n'as plus en fait certaines contraintes et que tu peux rentrer vraiment dans l'imaginaire sans problème, quoi. C'est ça. Ouais, ça c'est l'avantage avec l'animation, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, c'est ça, exactement. Allez, une dernière question, et après on passera aux 3 news, parce qu'on considère que ton sujet c'est déjà une première news, et peut-être la plus belle de ce numéro. On avait déjà constaté avec Jérôme que dans Vortex, tu avais quand même eu beaucoup de niveau de préscience dans ce que tu présentais, c'est-à-dire que tu as prophétisé, l'air de rien, un certain nombre de choses qui sont réalisées, parce que comme tu as mis 4 ans pour les écrire, il y a des choses que tu écrivais quelques mois, voire quelques années auparavant, ça arrivait dans l'actualité, l'histoire de la vaccination, voilà. On se rappelle aussi Notre-Dame. Est-ce que tu penses que tu vas avoir cette même fibre dans ce film-là, et peut-être qu'on pourra décrypter aussi de futures prophéties? Alors, c'est pas du tout la même optique, en fait. C'est pas du tout le même but, parce que Vortex, c'était vraiment mon film de cœur. C'était vraiment le film que je devais réaliser, si tu veux, pour tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Alors que là, pour ce nouveau film, Terra Incognita, je me fais plaisir et c'est pas du tout la même optique où
il y aura moins de sens caché, si tu veux. Il y aura moins. Ça reste un film spirituel, bien entendu, mais c'est pas un film entre guillemets prophétique. Donc, il y aura pas ce côté-là. Il y aura vraiment le côté, en fait, de révéler des épreuves, entre guillemets, de la vie à franchir. Moi, souvent, je me dis, mais j'aurais bien aimé, quand j'étais gamin, que mes parents me disent, avec l'expérience qu'ils ont, me faire gagner du temps en me disant, bah, tu vois, tu devrais passer par tel et tel truc et tu vas gagner un temps fou, quoi. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais on passe tous par les mêmes épreuves, hein, tu sais, des trucs tout cons. Quand tu es adolescent, bah, tu rencontres tes premiers amours, tes premières choses, etc. Et tu ne sais pas comment te débrouiller. Et ben là, en fait, ça serait plus tourné vers le côté spirituel, mais pour faire gagner du temps. Parce qu'il y a énormément, j'ai remarqué qu'il y a énormément de gens en fait, qui s'intéressent de plus en plus à la spiritualité. Donc, autour de moi, je vois des gens qui pataugent, entre guillemets, alors qu'en fait, on essaie de rendre la chose très difficile, alors qu'on peut passer par des étapes qui permettent de faire des grands pas en avant sans passer par énormément de choses. On perd du temps sur énormément de choses, à mon humble avis. Hein. Mais voilà, avec le savoir que j'ai accumulé au fil des ans, je me dis, mais si je pouvais transmettre quelque chose pour essayer de faire accélérer les choses auprès des gens, quoi. C'est ça. Et tu sais que je crois que tous les parents qui se reconnaîtront ont essayé de donner des raccourcis à tous leurs enfants, mais le problème c'est que les enfants, ils veulent vivre leur propre expérience. Oui, et ils n'écoutent pas forcément. Prenez l'exemple effectivement des enfants, mais même tu vois en tant qu'adulte, parce que c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Je vois tout le monde autour de moi et je suis sûr que toi, autour de toi, tu vois exactement la même chose avec tes connaissances. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent quand même à la spiritualité, mais depuis quelques années, c'est un bond phénoménal. Alors, regarde par exemple le nombre de personnes qui sont énergéticiens. C'est un type de métier qui a explosé. Donc, il y a énormément de gens qui sont spécialisés, qui, eux, effectivement, passent par différents trucs. Mais je veux dire, entre guillemets, le commun des mortels, il rame à mort parce que ça demande un travail énorme, en fait, pour se renseigner sur des tas de choses. Et je suis sûr qu'il y a des petites astuces, tu vois. C'est comme quelqu'un qui veut devenir cuisinier, où tu as des petites recettes types. Entre guillemets, on te dit, bah voilà, pour faire une mousse au chocolat, tu n'as pas à t'emmerder, tu fais ça, et puis tu arrives à avoir une bonne mousse au chocolat, tu vois. Bah, quelque part, tu vois, ça s'adresse à un large public par rapport à Vortex, qui était beaucoup plus spécialisé, parce qu'il y a différents niveaux de compréhension, où là, on s'adresse à un large public en se disant, bah voilà, voilà, le théorème de Pythagore pour, entre guillemets, tu vois, pour t'en sortir, quoi. À partir de là, tu peux ensuite faire ton propre chemin, quoi. Une maison bien droite, bien perpendiculaire. Mais tu sais, au final, je me demande si c'est pas ce qu'on fait avec Jérôme depuis 44 numéros. Hein. On essaie de condenser toutes ces informations insolites. C'est une excuse au final pour passer plein de messages, pour vous faire découvrir et gagner du temps sur plein de choses. Voilà, à notre façon, on te rejoint dans cette perspective de spiritualité, je pense. Bon, et bien, je rappelle, Vortex. Alors moi j'ai une version DVD que j'ai réussi à acheter à l'export aux États-Unis, parce qu'en France ils ne le faisaient pas. Mais sinon en France, tout simplement on va sur Vimeo. Il est toujours en vente sur Vimeo ton film, sur Vimeo On Demand. C'est pas Vimeo tout court, c'est Vimeo On Demand. Il faut bien le préciser parce que sur Vimeo, les gens ne le trouveront pas. Ok, donc, on mettra le lien de toute manière. Vous tapez sur votre moteur de recherche Vortex, l'aube de la souveraineté, vous allez tomber directement dessus, quoi, au moins sur le site officiel vortex-lefilm.com. Et à partir de là, vous pourrez voir le film. Voilà. Et moi, si vous ne l'avez pas vu, allez, c'est un petit conseil. Mettez les quelques euros qu'il faut pour visionner ce film cet été, vous n'allez pas être déçus. Et puis, il faut le regarder plusieurs fois pour vraiment en comprendre toutes les subtilités. Bien messieurs, allez, on est déjà à quasi une demi-heure de discussion. On va passer donc sur les 3 nouvelles. Alors, en bref, on va parler de Terra Incognita.
On va parler d'attaque d'escargots géants, et puis on va parler d'intelligence artificielle et du Seigneur des Anneaux. Et je pense qu'on va commencer, on en a l'eau à la bouche, par l'attaque des escargots géants. Jérôme. Ça vous fait baver? Ça nous fait baver. Alors Jérôme, cette histoire d'escargots, je pense que ça va rappeler une petite chanson à nos amis canadiens qui ont un chanteur qui sévissait dans les années 90 qui s'appelle Jean Leloup, la sale affaire, qui avait la chanson de l'escargot, et ça finissait par la maison est remplie d'escargots, ils ont commencé le ravage, ils ont bavé sur les murs, ils ont bavé sur les tentures, ils ont englué la peinture, ils ont endommagé la peinture. C'est l'éleveur d'escargots, le grand ami des animaux. Est-ce que c'est de cet éleveur-là dont tu vas nous parler? Entre attaquer la peinture, il était pas très loin dans l'histoire, ce chanteur. Je vais vous expliquer ça. Ouais, moi quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, Michel. Tiens, ça aurait été un super titre pour un film de science-fiction, l'invasion des escargots géants. Alors ça peut porter à sourire, mais comme on le dit souvent avec Antoine, la réalité dépasse la fiction. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans le monde. Il y a une invasion et des attaques d'escargots géants. Alors moi, je suis tombé sur cet article. Donc c'est une news qui est parue sur France Info. Donc ça se passe actuellement en Inde. Des escargots géants envahissent l'État du Kerala. Donc l'Inde part en guerre contre des escargots géants qui envahissent les villages de la province de Kerala. Ces gastéropodes sont extrêmement envahissants et porteurs de maladies mortelles pour l'homme. Donc les villageois se donnent rendez-vous toutes les nuits pour venir à bout du fléau qui ravage leur vie depuis plusieurs années. Pendant 3 heures, des femmes et des hommes munis de lampes torches au front vont fouiller chaque buisson et inspecter le sol afin de capturer les escargots. La nuit, avec une lampe, c'est plus facile de les retrouver près des feuilles de papaye. Il y en a beaucoup, raconte un homme. Donc ce mollusque est en apparence inoffensif, parce que moi j'adore prendre un escargot et puis regarder ses petites antennes sortir, etc. C'est tout mimi, quoi. Mais là on est quand même sur des belles bêtes. Donc ce mollusque en apparence inoffensif est devenu leur pire cauchemar. Il mange tous nos légumes, toutes nos cultures. On ne peut plus rien faire pousser car il mange tout, même les racines, explique une femme. Donc ça fait 8 ans que ça dure là-bas en Inde. L'État du Kerala, dans le sud de l'Inde, est en proie à l'un des pires désastres de son histoire. Des escargots envahissent les plantations, les maisons et les jardins, ravageant tout sur leur passage. Ils peuvent mesurer jusqu'à 20 cm de long. Donc, c'est un beau bébé, quoi. Et une fois par mois, un élu local distribue même des récompenses aux habitants qui chassent les escargots, tu vois, pour vraiment inciter toute la population à essayer de venir à bout de ce fléau. Et France Info a aussi diffusé un autre article, et cette fois-ci, ça se passe aux États-Unis. Donc justement, on est en droit de se poser la question par rapport, tu sais, à ces animaux clandestins. Moi, il y a des fois, je suis tombé sur cette émission là, c'est douane sous haute surveillance, et en Australie où ils foutent tout. Il faut laisser rentrer aucun animal, ni insecte, ni même une graine, parce que ça peut vraiment ravager l'écosystème. Et on se doute qu'il y a des personnes qui ont fait de la contrebande avec ces escargots, parce que ça peut paraître joli, un escargot de 20 cm. Mais il s'est retrouvé en pleine nature aux États-Unis et plus particulièrement en Floride. Donc l'histoire commence le 23 juin de cette année. C'est un jardinier de Newport Richey, sur la côte ouest de la Floride, au sud-est des États-Unis, qui est tombé sur un drôle de spécimen, un escargot énorme qui dépasse quasiment la taille de sa main. Sa coquille n'est pas ronde mais conique, un peu pointue, marron clair avec des zébrures blanches. Donc dans la foulée, d'autres gastéropodes sont signalés dans la région, certains même presque aussi gros qu'un lapin. Donc tu vois, ils peuvent même mesurer, comme ils le disent, 20 cm de long, 18 cm de diamètre. Donc c'est vraiment des beaux gros escargots tout chauds. Donc là, c'est l'alerte générale, parce que en 48 heures, le département de l'agriculture de Floride lance l'opération éradication. Donc ouverture d'un numéro vert pour recueillir les témoignages, périmètre de quarantaine dans lequel il est interdit de toucher les escargots à main nue ou de les déplacer, et c'est aussi interdit de transporter justement des plantes ou de la terre, parce que il pourrait y avoir la présence d'œufs de ces escargots à l'intérieur, et puis on continue la prolifération. Donc après les Américains, ils emploient la manière forte, ils disent que ils aspergent tout le sol avec de la méthaldéhyde, un puissant pesticide. Voilà. Les Indiens, ils les ramassent,
il balance du pesticide. Bon. Mais justement, pourquoi autant d'affolement pour de simples escargots? Parce qu'il s'agit d'une espèce invasive, l'une des 100 espèces les plus envahissantes de la planète. On pourrait pas croire comme ça, mais selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, chaque escargot géant pond plusieurs centaines d'œufs chaque mois. Et j'ai un petit peu creusé le truc. Il faut savoir qu'un escargot géant, il atteint sa maturité entre 1 et 2 mois. Là, à ce moment-là, il peut pondre aussi des œufs. Donc, tu vois, un œuf qui donnera un escargot. Au bout de 2 mois, celui-ci est capable de pondre 100 œufs. Et voilà, dans 1 ou 2 mois, ces 100 œufs seront capables de répondre eux-mêmes 100 œufs. Et là, c'est une prolifération mais exponentielle à une rapidité incroyable. Et voilà, pour exemple, en 2011, toujours en Floride, c'est à Miami, ils ont été confrontés au même phénomène, plus de 35 000 mollusques recensés. Ça s'est terminé l'an dernier seulement, donc en 2021. Il a fallu 10 ans pour en venir à bout. Et ils disent que en fait le problème c'est que cette bestiole est hyper vorace. Quand elle sort uniquement la nuit, elle grignote toutes les plantes à sa portée. Elle s'accommode de plus de 500 espèces différentes. Donc c'est dramatique pour la végétation, les cultures, l'écosystème. Et comme tu le disais Antoine, lorsqu'elle ne trouve pas assez de calcium dans le sol pour sa coquille, elle s'attaque même à la peinture des maisons. Donc, tu t'imagines, tu sors de chez toi la nuit, tu vois des énormes escargots géants en train de te bouffer la peinture de ta maison. Ça peut être sympa comme vision. Et il faut savoir aussi que le gros souci, c'est que ces escargots sont porteurs d'un parasite. C'est pour ça qu'ils déconseillent de prendre les escargots à main nue. C'est le parasite, c'est le ver pulmonaire du rat qui peut provoquer un type rare de méningite, l'Angiostrongylus cantonensis. La plupart du temps, l'infection occasionne des maux de tête, nausées, vomissements ou raideur de la nuque. Mais dans les cas plus graves, elle peut conduire à des lésions neurologiques, voire à la mort. Donc voilà, à l'origine, ces mollusques sont des escargots d'Afrique de l'Est, où ils sont très prisés en cuisine. Et donc, s'ils sont apparus en Floride, c'est probablement qu'ils sont issus d'un commerce illégal d'animaux de compagnie, comme je te le disais Antoine. Donc voilà, toujours faire attention à des fins de plaisir. On veut acquérir des animaux exotiques, des nacs, etc. Bon, parfois on veut acquérir des animaux un petit peu plus exotiques, mais ça peut être dramatique pour pour l'écosystème, quoi. Ouais, mais là, t'imagines, on parle d'escargots, quoi, ça. Ah oui, et T'as puis le temps de les rattraper quand même. ouais, mais quand t'es envahi d'escargots comme ça, moi j'ai un petit jardin. Quand tu t'embêtes à mettre tes petites salades, puis en une nuit t'as 3 limaces qui sont passées, ils t'ont bouffé. Alors t'imagines des escargots géants, oui, mais au lieu de mettre des pesticides, je sais pas, ils invitent 10 000 Français et puis voilà, il y en a plus d'escargots, 10 000 chefs français étoilés. Je peux te dire que on va en faire de la fricasse. Avec du beurre et de l'ail et du persil. Et puis la méningite, on va la cuire, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est quoi cette histoire? Honnêtement, ça ressemble tellement à un truc drôle, quoi. Mais pourtant, c'est réel. Et je te dis, c'est dramatique, quoi. En Inde. Et Michel, regarde. C'est ton cousin, il a le même chapeau. Ah bah oui, j'avais pas vu. Oh non. Salut Michel. Sors de ta coquille. En plus, une coquille, ça fait un vortex. Ouais. Bon, ben écoute, méfiez-vous des escargots, comme je sais pas quoi vous dire. Ça va être le nouveau pangolin. Voilà. C'est ça. Ils vont éradiquer l'humanité. Mon Dieu. Bientôt l'escar Covid-19. Attention à vous. C'est ça. Bon, merci pour cette news des plus réjouissantes, Jérôme. Tu vas faire des cauchemars d'escargots à Excusez-moi. nos amis. On reparlera de rêve dans pas longtemps s'il y en a qui rêvent d'escargots géants. Vous me le direz. Bon, Michel, toi, tu vas plutôt nous parler de terres inconnues, parce que c'est quoi aujourd'hui les nouvelles terres inconnues sur la planète? Il n'y en a plus. Logiquement, on a tout visité, sauf tomber sur un petit caillou en plein milieu de l'océan qui n'aurait pas été recensé. Sur la planète, il n'y en a plus de terres inconnues. Donc, terre inconnue, maintenant, c'est l'espace. Et l'espace, on essaye justement... grâce à un nouveau télescope dont on entend parler depuis plusieurs semaines, on essaye de repousser les limites de ces terres inconnues. Oui, là, c'est une news qui vient de Le Temps.
Et le temps nous révèle que ce télescope James Webb aurait permis une première découverte de la galaxie la plus lointaine jamais observée. Donc, la galaxie Glass Z13, observée par le télescope spatial, est si éloignée qu'elle est visible telle qu'elle était il y a plus de 13 millions d'années, 13 milliards pardon, d'années, quelques 300 millions d'années après le Big Bang seulement. Moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de news, si tu veux, c'est le fait qu'on puisse observer le passé, quoi. Moi, je me souviens, j'avais fait une petite sortie avec il y avait un petit observatoire avec des télescopes près de chez moi et il y avait des spécialistes, des astronomes qui s'étaient intéressés, qui avaient fait une petite soirée spéciale et puis je leur avais demandé, mais en fait, l'image que l'on voit face à nous, toutes ces planètes, elle date d'il y a combien de temps? Ils me disaient, tu vois, l'image que tu vois là dans ce télescope, elle date d'il y a 45 minutes ou elle date d'il y a 1 heure. Et là, on s'aperçoit que ce qui est super important justement avec l'idée de matrice qu'on adore avec Jérôme, c'est qu'on est capable d'observer le passé. C'est-à-dire que quand on regarde ces images à travers un télescope, eh bien, on voit le passé et on essaie d'observer ce qui s'est passé soit par le Big Bang, parce que ça reste quand même le Big Bang une théorie, mais on arrive à observer ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, voire des millions d'années, et je trouve ça extraordinaire, quoi. Quelque part, on nous laisse la possibilité, si tu veux, d'observer la matrice et d'observer le commencement de toute chose et de découvrir quelque part la vérité. C'est-à-dire que sans arrêt, tu te dis, ouais, on n'arrivera jamais à découvrir le fin mot de l'histoire, pourquoi nous sommes là, etc. Alors qu'il reste encore des traces, tu vois, de tout ça. Et qu'à travers un télescope, eh bien, on peut observer le passé. Moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Ah, c'est un petit peu là où c'est déroutant, c'est qu'on se dit si on découvre une galaxie avec une planète habitable, voire avec de la vie dessus, bon, le temps de communiquer ou de se déplacer, d'y aller, bon, si ça se trouve, on arrivera sur la planète, ça fera déjà des millions d'années qu'ils ont disparu. Ouais, mais quelque part, en plus, ce qui n'est même pas important, tu vois, il y a plein de gens qui veulent à tout prix communiquer avec les extraterrestres, etc. Mais c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est de savoir que non seulement ça existe, et le fait que le phénomène existe, qu'il y a d'autres planètes qui sont habitées. Après, communiquer avec eux, pourquoi en fait? Tu vois, c'est souvent le truc que je me dis, c'est que toutes ces découvertes que l'on fait, c'est super important, mais le plus important de tout, c'est de savoir l'origine, c'est de retourner en arrière ou en avant, parce que en fait, le temps n'existe pas, mais de découvrir en fait le fin mot de l'histoire. Après, découvrir d'autres entités comme la nôtre qui communiquent, bon, on va échanger certaines choses, ouais, why not? Mais je veux dire, c'est vachement limité, quoi. Moi, le but du truc, c'est justement de revenir en arrière, de revenir à la source, de savoir ce qui s'est passé. Après, communiquer avec des extraterrestres ou des entités, ça ne m'intéresse pas. Enfin, avec toute l'expérience que j'ai depuis l'âge de 14 ans que je m'intéresse à ça, autant avant, j'étais passionné par ça. J'ai dit, putain, si je pouvais rencontrer une entité, discuter de telle ou telle chose, mais finalement, je n'ai pas vraiment envie, tu vois. Je n'ai pas vraiment envie de ça, parce qu'on est tous des créatures de l'univers. Et il faut aller plus loin que ça en se disant, bon, bah, ok, on est des créatures de l'univers, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce décor? Parce que tout ce que je vois autour de moi, moi, j'en suis arrivé à un niveau où je me dis que tout ce qui est autour de moi, c'est du décor. Donc, vu que la matière, de toute façon, c'est superficiel, il faut aller plus loin que ça, quoi. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et là, ce genre de découverte, moi, c'est ça qui me plaît, c'est de quelque part se dire observer le passé, c'est génial. Et je pense que plus tard, avec les découvertes que l'on fait, on arrivera à observer le futur. Ça, c'est pareil, c'est des trucs qu'il faut voir avec Philippe Guimand, qui est super intéressant, parce que c'est vrai que le futur est toujours en construction, mais il y a une partie quand même qui est, comment dire, qui existe déjà, et ensuite tu prends des chemins comme un GPS. Effectivement, tu prends des différentes routes, mais la carte, elle est déjà toute tracée, quoi. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est étudier la carte. Et ouais, je trouve ça, c'est le genre de news voilà, qui m'intéresse, quoi. Après, on n'observe que des galaxies déjà là. Pourquoi on n'observerait pas une galaxie en création, justement? Ouais, tout à fait. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tout est possible.
C'est ça, en fait. Finalement, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que tout est possible. Tu peux observer le passé, tu peux observer le futur, tu peux changer ton passé, tu peux changer ton futur. Et quand je dis aux gens qu'on peut changer le passé, ils me regardent avec des grands yeux, ils disent non, tu ne peux pas changer le passé. Bien sûr que si, tu peux changer le passé. Parce que on est sur une certaine ligne de temps, et en changeant de ligne de temps, eh bien, tu changes ton passé. Mais pour faire comprendre ça à des gens, ils sont tellement fixés à leur truc avec leurs connaissances que c'est dur de leur faire ouvrir le panel. Mais plus j'avance et plus je me dis, purée, mais tout est possible, tout est immense. Comme j'en parlais avec Rock dans la dernière vidéo que j'ai fait sur Horus, hein, on peut changer le cours du temps, mais c'est dans nos rêves. Ouais, mais je pense que ça va. Mais nous sommes dans un rêve, donc on peut changer le cours du temps. Tout à fait, nous sommes dans un rêve. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est vrai que on arrive quand même à une époque, malgré tout ce qu'on vit à côté, qui est extraordinaire, parce que nos grands-parents n'auraient jamais imaginé pouvoir poser leurs yeux sur ce genre d'images. Alors, après, des images, le problème, c'est qu'elles sont malgré tout reconstituées, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des captations, mais elles sont retravaillées, etc. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment accès à la vraie image sortie du télescope. Ça c'est toujours un peu dommage. Mais malgré tout, ça fait rêver. C'est vrai que là, depuis plusieurs semaines, ils nous bombardent de photographies envoyées par James. Et c'est plutôt sympa quand... Alors, à cette distance, d'ailleurs, temporelle, on ne voit d'ailleurs que les galaxies, parce que comment dire, l'image n'a pas assez de bonne résolution pour ne voir que des soleils à une distance aussi lointaine dans le passé. Oh, mais en fait, ils ont juste jeté un paquet de confettis de plein de couleurs devant ils ont fait une photo. Et puis... C'est ça. Ah oui, j'ai vu passer une news où justement il photographiait une galaxie. En fait, il y avait un mec qui prenait en photo une plaque en fait de marbre et qu'obtenait exactement la même photo en fait qui avait été observée avec un télescope. C'était vraiment stupéfiant et je te dis ouais, quelquefois tu te demandes si... Enfin moi, dans ce genre de news, moi je regarde même pas la photo en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est le fait c'est l'information du fait d'observer, comme je te dis, c'est à la portée de n'importe qui de prendre un télescope et d'observer le passé. Et quand tu as certains gros télescopes et que tu arrives à revoir le passé et encore plus loin que certaines planètes, que tu arrives après à des galaxies, au niveau galaxie, je te dis, moi, en fait, la photo par elle-même, tu t'en fous parce que tu vois un point rouge tout trouble, tu t'en fous complètement. Quoi. Ça n'a aucun intérêt. C'est le simple fait de dire on peut voir le passé. Après, le reste, voilà, c'est comme dit Rock, il faut faire les connexions. Quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la connexion, c'est dire voilà, on est capable d'aller en arrière, de voir le passé. C'est ça qui m'intéresse. Après, le reste, la photo par elle-même, c'est bidon. Quoi. Une tache rouge, aucun intérêt. Quoi. Oui, c'est ça se trouve, c'est mon doigt juste sur l'objectif. Ok, bien, merci Michel pour cette news. Et puis, comme on parlait d'extraterrestres, moi, je vais vous en montrer un. Alors, est-ce que vous le connaissez, cet extraterrestre-là? Ah bah oui. C'est cru. C'était quoi? C'était ramené? Non. C'est ça, je crois. Il n'y a pas de filet chez Luste Cru. Bon, c'est un petit site sympa, d'ailleurs, qui reprend toutes les... Oh, les collectors. Ah oui, mais carrément. Bon, alors, en réalité, c'est pas cette news dont je voulais vous parler, mais... Parce qu'au début, je me suis dit, tiens, on va peut-être parler de ça. La NASA qui a pris une nouvelle photo de Spaghetti de Mars. Donc je me suis dit, Spaghetti de Mars, ben oui, les aliens du Stucru. Non, en réalité, ce serait juste qu'un amas des fils du parachute qui ont servi à ralentir la chute du rover ou de je ne sais quel autre appareil et qui s'est retrouvé là, coincé dans une petite cavité. Et puis... il est repassé beaucoup plus tard, il a trouvé ça. Donc, c'est pas du fil martien, c'est du fil terrien. Mais c'était histoire de faire un petit clin d'œil sur la pub du Stucru que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah non, mais je suis sûr qu'il y a des pizzas YOLO là-haut. J'en avais parlé avec Egon Kregel et il m'avait raconté ces deux anecdotes où des personnes qui s'étaient fait voler leurs oignons et des tomates aussi. Et lui, il les appelait les pizzaiolos de l'espace. Bon, bah là, on a les spaghettis. Hein. Voilà. Et voilà.
Bon, allez, donc voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil rigolo. Non, moi je voulais vous parler d'une news qui va t'intéresser, Michel, fortement. Est-ce que vous connaissez DALL-E 2, DALL-E, l'IA DALL-E? Non. Eh bien, l'IA DALL-E, visiblement, elle fait des trucs de malade, c'est-à-dire qu'elle peut reconstituer des images à partir de tout un réseau d'autres images ou à partir même de définitions que l'on pourrait faire de façon textuelle et créer un objet ou une photo comme le deep comment ça s'appelle ce dont on avait parlé, Jérôme, le deep ça va me revenir. Ouais, ça va. J'ai un trou aussi. Ouais. Donc, créer des objets de toutes parts. Là, tu vois, cet objet, Michel, Oui. il n'existe pas. Cette caméra, elle a été créée, recréée par l'intelligence artificielle DALL-E 2. Ouais. Et de façon visiblement très, très simple, hein, pas besoin de beaucoup de matériel, etc. Et il a juste besoin d'une définition, d'être alimenté par plusieurs photos. Et Oui, ça y est. Je vois où tu veux en venir. J'ai vu passer cette news effectivement avec des personnes qui s'amusaient. En fait, tu mets des mots-clés et en fait, il te crée une œuvre d'art. Ça peut être un tableau, ça peut être un appareil, effectivement, sorti de nulle part et en fonction des mots-clés que tu as donnés. Exactement. Là, tu vois, le mot-clé appareil photo et puis Sauron et puis tour d'Ortanque. Ça donne. Ça donne ce genre d'appareil à Yoda et Simpson et Bart. Voilà. Donc, tu vois, ils reproduisent. L'intelligence est capable de récupérer comme ça des informations un petit peu de partout. Au début, elle crée une espèce de nuage de pixels comme ça, très brouillon. Et puis, elle enlève petit à petit des pixels en fonction des informations qui l'alimentent, de façon à pouvoir faire quelque chose. Là, par exemple, c'est une photo avec un chien dessus, et puis ils ont demandé à l'IA de le transformer en chat. Voilà. C'est très, très réaliste. Hein. On n'a pas l'impression que c'était un chien derrière. Donc, je me suis dit que ça allait vraiment t'intéresser, cette news, parce que clairement, c'est tout à fait le genre de technologie que toi, tu pourrais utiliser dans tes films. Oui, tout à fait, parce que moi, je trouve que sur la technologie, ce qui est intéressant, c'est de donner l'inspiration. Donc, ce genre de choses peut te donner l'inspiration, tu vois, sans non plus s'en servir en tant que matériel pour une production. Mais quand tu dois réaliser un concept art, eh bien, ça peut te donner des idées. En fait, tu tapes des mots-clés et tu dis, pourquoi pas telle ou telle chose. Et puis après, à toi, en tant que créateur, de se servir comme ça, comme d'un concept et de le développer en tant qu'artiste. Après, si tu en sers de ça, c'est comme n'importe quelle chose en technologie. Quand tu t'en sers après en tant qu'outil principal, il n'y a plus d'art en fait. Tu vois, c'est là où l'art se perd. Mais par contre, en tant qu'inspiration, je trouve ça pas mal du tout. Ouais. C'est exactement ça. Alors, le terme qu'on cherchait, Jérôme, c'était le deepfake. Hein. Voilà. Deepfake. Ouais. Où là, effectivement, on voit la photo de Jim Carrey qui a été recréée en vieilli ou rajeuni, je ne sais pas dans quel sens d'ailleurs, via la technologie deepfake et c'est bluffant. Et tu vois, c'est exactement ce qu'il est écrit. C'est un formidable outil au service des esprits créatifs, c'est-à-dire que c'est au service de la création, mais ça ne doit pas après prendre toute l'image. C'est vraiment de l'inspiration. Et moi, ce qui m'a fait venir sur cet article, c'est celui-ci. Ils ont en fait utilisé DALL-E 2 pour pouvoir recréer les images des personnages du Seigneur des Anneaux, non pas à partir des films, et c'est là que c'est vachement intéressant, mais à partir du texte de Tolkien. Donc ils ont alimenté toutes les définitions, tu vois, comme quoi Gandalf était un homme vieux avec des cheveux blancs, une barbe, machin, etc. Et avec DALL-E, ça a donné ce résultat-là, qui est au final pas si loin de l'image de Ian McKellen. Hein, on est vraiment très proche.
Par contre, là où ça fait un peu plus peur, c'est Legolas. Ah ben, Legolas, ah oui, c'est plus le beau Ah oui. gosse. Hein. Ah là, Mais- ils ont pas mis Gollum dans le monde. Mais effectivement, Mais tu sais qu'il euh, existe ce même principe pour les réalisateurs et scénaristes, où mhm, tu nous rentres le nom de certains personnages avec leurs caractéristiques, et l'intelligence artificielle te crée en fait tout un scénario pour ton film. Et moi, j'ai été sollicité, même par email. On m'a proposé en fait de participer à ça pour en fait que je rentre mes idées principales et qu'il y ait tout un scénario qui soit développé à partir de mes personnages et puis du concept initial, en fait, du synopsis. Tu files simplement un synopsis et on te crée directement tout un scénario avec une cinquantaine, une soixantaine de pages avec des dialogues carrément, quoi. C'est arrivé à un tel niveau en fait de perfection que ouais, c'est saisissant, quoi. Mais moi, moi, en fait, tout ce qui m'intéresse dans l'art, c'est uniquement la création, quoi. À partir du moment où il n'y a plus de création, ou que même dans la musique, hein, du temps où je faisais de la musique, où c'était simplement reproduire ce qu'a fait certains artistes, faire des reprises, au bout d'un moment, ouais, c'est sympa au début, tu t'amuses, mais après, au bout d'un moment, tu te fais chier, quoi. Il faut que je crée quelque chose de ma vie, quoi. Si je suis un être humain, c'est pour créer quelque chose. Et là, c'est exactement la même chose pour l'intelligence artificielle à ce niveau-là. À mon avis, c'est très bien pour des bases. Il faut pas que Parce ça supplante la création de l'humain, quoi. bah après, il n'y a plus d'intérêt de vivre, quoi. C'est ça. À ce moment-là, tu appuies sur Enter et puis tu laisses tout faire et puis tu regardes ta série qui a été conçue par ordinateur et puis bon, ça sert plus à rien de vivre, quoi. Non, puis quand tu vois la tête de Legolas, Ouais, elle est bon, dégueulasse, le Golas. ouais, il est dégueulasse. Ouais, Aragorn, il Aragorn est quand même un peu mieux, grand pas. Hein. Ah ouais, ouais. Euh, voilà, il ressemble plus au personnage. Donc Gandalf, on l'a vu. Sam Gamgee, Sam Sagas. Ah oui, il a une bonne tête de hobbit, hein, Mhm. honnêtement. À Frodon, par contre, il a pris cher. Ah ouais, là, ouais, il a pris cher. Il a avalé l'anneau, là. Ah, ça fait, euh, ça fait film français, hein, quand même, hein. Frenchy, hein. Ouais, c'est vrai. Mais- Ouais. Je sais C'est un pas, petit ça aura budget, peut-être pas quand marché même. avec ces acteurs-là. Je suis pas certain. Ouais, Sauf quand que, tu vois les photos, tu te dis, ouais, c'est un film à petit budget. mais ceci dit, moi je trouve que effectivement, pour avoir lu et relu Le Seigneur des Anneaux, C'est plus ouais, proche de la réalité. c'est quand même plus proche de l'esprit de Tolkien que le beau gosse là. Et ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il a une bonne Attends, petite tête de hobbit sympa. il a pas de joues, il est tout chétif, tout malingre, il a jamais Ouais. mangé des pommes, lui, c'est pas possible. Tu vois. Voilà. Moi, je crois on est arrivé au bout. Alors, tout ça aussi, ça me permet de rebondir sur, ah oui, hein, la sortie le 2 septembre des Anneaux de Pouvoir, la grande série réalisée par Amazon Prime sur le deuxième âge du monde de Tolkien. C'est l'âge où Sauron a créé les fameux Anneaux de Pouvoir. Ça se passe 7000 ans avant Le Seigneur des Anneaux avec tous les personnages que vous connaissez. Euh, très très grosse production, super production, 5 saisons, 200 millions par saison, donc 1 milliard de budget. Ça fait rêver, Michel. 1 milliard de budget. Ouais, bah moi je regarde même pas en fait les budgets quand il y a des productions, c'est soit les images elles te fascinent, soit même pour n'importe quel film en fait, dès que je regarde dès que j'ai terminé un film, je me dis bon, est-ce que ce film m'a apporté quelque chose? Est-ce que j'ai ressenti du plaisir? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Et dans Le Seigneur des Anneaux, déjà c'est super parce que ça te permet d'éviter les bouquins qui sont super longs. Mais est-ce que tu apprends quelque chose? Oui, moi j'apprends quelque chose. Après, quand je vois énormément de gens qui sont fans d'Avatar 2, d'Avatar. Moi, quand j'avais vu le premier épisode d'Avatar, je n'ai pas été super fan. Et je sais qu'il y a plein de gens qui me disent, mais t'es fou, Avatar, c'est culte. Non, je suis pas du tout fan d'Avatar. J'ai l'impression de voir un jeu vidéo, en fait. Tu vois, les effets spéciaux, pour moi, c'est même l'histoire, hein, aussi bien le fond que la forme, bah, il n'y a pas grand-chose à retenir hein, sur Avatar. Autant les 30 premières minutes, ouais, effectivement, tu as deux, trois trucs à prendre.
Et après, c'est un film de guerre, quoi. Pour moi, Avatar, c'est un film de guerre. Donc, ouais, je suis pas trop. Je suis plus intéressé par cette série du Seigneur des Anneaux que par la sortie d'Avatar, par exemple. Je pense qu'il y a En des tout choses cas, à apprendre au niveau, tu vois, spirituel, des choses comme ça, au moins quelques petits messages intéressants, quoi. oui, ouais, clairement. En tout cas, moi, je vous conseille malgré tout, hein, c'est incontournable, c'est la lecture de ça, hein, de Silmarillion. Tout est dit, le film est très largement inspiré du Silmarillion. Mais bon, c'est le chef-d'œuvre de Tolkien pour ceux qui ont apprécié son univers. Bon, eh bien, voilà, Michel, on a été super ravis de te recevoir pour cet avant-dernier numéro de la saison et de faire ce bilan, hein, de ton film Vortex depuis un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, au moins, on suit nos invités sur la durée et la continuité. Nous, on espère que vraiment, voilà, ça va super bien se passer pour toi, ce nouveau film Terra Incognita, parce que là, t'es reparti pour des centaines, voire des milliers d'heures de travail. Tu sais à peu près quand est-ce que ça devrait arriver? Lui mets pas la pression, Antoine. En fait, j'ai calculé, tu vois, il y a quelques heures, je m'en parlais encore dans la tête, je me disais, mais quand est-ce que ça peut se terminer si je fais 1 minute d'animation par semaine? Bon, et si je refais à peu près la même chose que Vortex, c'est-à-dire 71 minutes, il me faut 71 semaines. 71 semaines pour faire ça, sachant que c'est uniquement l'animation. Après, il faut que je m'attaque à la musique. Après, il faut que je m'attaque au bruitage et il faut que je m'attaque au doublage. Donc, tu vois, bah, je pense qu'il faut 2 ans. Ouais, 2 ans avec 10% de 10-15% de marge, allez, 2 ans et demi. Bah, finalement, 2 ans ça va sans, être plus... sans prendre de vacances, hein. Ouais, voilà. Ça va être plus rapide que le premier au final. C'est l'expérience, hein. Ouais, bah, j'espère. Et puis, quelque part, j'espère que certaines semaines, j'arriverai à faire un peu plus d'1 minute d'animation. Mais en fait, même quand tu vas à fond la caisse, tu t'aperçois que ouais, tu es obligé de passer par là. J'arriverai pas à faire au maximum, je ferai 1 minute à 2 minutes d'animation par semaine, même en me mettant à fond la caisse, quoi. Et puis en plus, t'es perfectionniste, tu as le sens du détail dans les petites choses, dans les Puis, décors, etc. Donc ça prend du temps tout ça. ouais, et puis plus tu réalises par rapport à quand j'avais fait mon premier court-métrage, après j'ai eu Vortex, et puis là, tu vois, au fur et à mesure, tu vois tous les défauts que tu as fait au fur et à mesure des années, et tu corriges tes défauts, tu dis, bon, bah là, il ne faut plus que je refasse ce genre de conneries, quoi. Mhm. Et effectivement, bah, plus tu es minutieux et plus ça prend du temps, quoi. Mhm. Et quand vous voyez que pour notre émission Mimi, je mets moi à peu près 1 heure pour 8-10 minutes de montage, donc on est à 4-5 heures par émission, voire plus. Ça peut même monter à 6-8 heures sur les grosses émissions avec beaucoup de montage. Alors, moi je suis en admiration, c'est en dévotion devant Michel. C'est clair. Ah, bah après, ça devient de la boucherie, hein. Après, c'est de l'abattage de rush, hein. Ah là, mais quel courage. Bon, en tout cas, nous on est super contents, voilà, de pouvoir te soutenir, puis de t'encourager à continuer parce que tu fais vraiment un super boulot. Et donc on va te souhaiter de passer de très très bonnes vacances, beaucoup de courage. À vous aussi, Et puis Merci. on se refait un bilan dans un an. ça marche. Je vous tiens au courant de la suite avec Terra Incognita. De toute façon, chaque semaine sur mon Facebook, je publie de nouvelles images de réalisation parce que j'ai pas mal de personnes qui me suivent. Donc, chaque semaine, je tiens au courant. Mhm. Et ça donne envie. Exactement. Jérôme, eh bien, nous on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission avec Elisabeth de Canini. Avec grand plaisir. Ça marche. Ça va être une grande émission aussi. Ouais. Et sur Horus, il y a encore des émissions à venir Non, Horus est parti en vacances aussi. D'accord. Il s'est envolé. Ok. Bon, en tout cas, moi je connais un peu déjà le programme de rentrée d'Horus. Ouais, ça va être voilà. bien sympathique. Abonnez-vous à Horus, vous ne serez pas déçus. Mhm.
Ok, allez, ciao ciao à tous. Merci Michel, merci Jérôme, et passez un bon week-end. Ciao tout le monde.